Oh, le bac, arrêtez de nous saouler avec le bac. D'ailleurs, est-ce qu'on sait si Bruce Wayne a son bac? Moi, j'ai bien lu Batman et croyez-moi, je ne pense pas. En revanche, Manuel Valls, Jean-Pascal de la Starac et Émile Louis, eux, ils ont leur bac. Voilà. Alors il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Bon, blague à part, je souhaite le meilleur résultat possible à tous les lycéens et à tous les candidats qui passent un examen en cette fin d'année scolaire. Et je souhaite un bon courage aussi à tous les professeurs qui sont indispensables. L'éducation, c'est la clé. N'hésitez pas à placer une petite référence à vos comics dans les sujets parce que c'est la base. Bon, vous connaissez le système. Ici, votre fidèle commis des comics. Vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de ses dérivés. C'est le 197e JT Comics et tout de suite on passe aux news de la semaine. Airbnb Game. C'est bientôt l'été, peut-être les vacances pour certains et j'ai le plan parfait. À 30 minutes d'Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis, vous pouvez aller louer le cabanon de Tony Stark dans Endgame. Et oui, le refuge de Stark et de sa famille après le snap est disponible en location sur Airbnb et vous pouvez même y venir si vous êtes une famille plutôt Fantastic Four puisqu'il y a 3 chambres et 4 lits. Bon, le petit bémol qui fait mal au cul de l'Amérique et même à celui de Marseille, c'est que c'est 715 € par nuit et que vous pouvez pas réserver pour moins de 3 nuits, ce qui fait avec les frais de service, 2500 boules pour 3 nuits. Et comme il faut toujours relativiser, si vous y allez à 6, ça fait que 138 € par nuit et par personne, avec un peu moins d'intimité, parce que oui, je vous connais, pour aller ken dans le lit de Tony et de Pepper, là il y a du monde. Par contre, pour inventer le voyage temporel en post-coït, il n'y a plus personne, Putain. Bon, et commencez pas à venir vous plaindre, oui, 2400 €, c'est beaucoup d'argent, c'est 3 mois de loyer, patati patata, non. Je vous répondrai que vous n'êtes pas prêt à faire ce qu'il faut, vous n'êtes pas des Martin Morris. Martin Morris est un Anglais qui a survécu à une crise cardiaque et qui a décidé du jour au lendemain de vendre sa collection de 36 000 comics sur eBay pour financer des voyages autour du monde. Il avait commencé cette collection dans les années 60, au tout début de l'âge d'argent, et d'ailleurs son Graal c'est le Amazing Fantasy 15, la première apparition de Spider-Man qu'il espère vendre à 11 000 €, ce qui veut dire qu'il est sûrement un petit peu abîmé puisque pas plus tard que la semaine dernière un numéro en parfait état s'est vendu à plus de 600 000 $. Ça fait réfléchir à la valeur des choses, aux objectifs que l'on se fixe et je lui souhaite un bon vent dans sa toute nouvelle vie. Comics gratos. Vous aimez les comics, vous voulez découvrir une grosse partie du catalogue indépendant pour changer un petit peu de Batman, de Superman, d'Iron Man et patati et patata. Vous aimez quand c'est gratos, alors Graphite Comics est l'application qui est faite pour vous. Il suffit de la télécharger, vous avez en accès direct sans payer plus de 10 000 comics. Donc le modèle commercial est exclusif pour les comics, mais tous ceux qui jouent à Candy Crush le savent. En gros, ils se financent avec l'argent de la publicité que vous voyez entre certains comics comme Spotify, comme Deezer, sauf que vous laissez lire les pages à l'endroit. Sur les revenus publicitaires, 30% vont à l'appli et 70% vont aux éditeurs. Et parmi eux, vous retrouvez Antarctic Press qui publie des guides de dessin assez spécifiques. Vous retrouvez Legendary qui publie les adaptations en comics des films qu'ils réalisent. Vous retrouvez Boom Studio qui publie Giant Days, 28 jours plus tard, Two Guns, les comics sur la WWE ou encore Irredeemable de Mark Waid, Aspen et Top Cow avec Phasm de Michael Turner ou encore la Cyberforce de Mark Silvestri, IDW avec les comics J. Joe, Danger Girl, Lock and Key ou encore les comics Donjons et Dragons. Et puis le clou du spectacle, Dynamite Entertainment, où vous pouvez lire entre autres le crossover entre Django et Zorro dont je vous parlais il y a quelques semaines, et puis les 6 premiers chapitres de The Boys pile poil avant la série télé par Garth Ennis et Darick Robertson, et puis ensuite Russ Brown. Il y a aussi Carlos Esquerra et John McCrea qui ont collaboré. Voilà, je vous ai parlé de la partie du catalogue la plus connue, mais comme je vous ai dit, il y a plus de 10 000 titres avec du manga, du webcomics, pour ceux qui sont polythéistes. Évidemment, il faut parler anglais et aimer lire sur tablette, mais ceux que ça ne dérange pas devraient kiffer. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez lire sur tablette, dans les commentaires. Explication. On a enfin une explication finale sur le pourquoi Tom King a quitté prématurément la série Batman, et pas étonnant que l'auteur aime autant Catwoman puisque lui aussi retombe sur ses pattes. Bon, déjà il valide ce que je vous disais, il part pour la Hollywood Money puisqu'on sait qu'il coécrira le film New Gods d'Ava DuVernay, mais il a aussi déclaré qu'il avait un projet de série télé qui n'a pas encore été annoncé en cours. Ça fait une grosse charge de travail qu'il a donc préféré, en accord avec DC, diluer et donc passer d'un magazine bimensuel à 2 magazines qui s'enchaînent et qui seront mensuels. Donc on finit Batman et on enchaîne sur Batman et Catwoman, et il a dit, et ça rassure, que le moment qui redéfinirait Batman pour des générations finirait bien par arriver, sauf qu'au lieu d'arriver dans Batman 100 et des poussières, il arriverait dans Batman Catwoman numéro 12. Et c'est pas pour rien que dans Tom King, il y a King. Ceci dit, ça n'empêche pas de
faire quelques dommages collatéraux, comme la couverture de Batman numéro 74 qui a été faite par Mitch Gerads et qui avait été présentée au libraire et qui avait beaucoup plu à tout le monde, même sur internet. Gerads dit que DC a tout fait pour continuer de l'utiliser, mais que l'histoire a beaucoup évolué depuis le moment où elle a été créée et que ça n'a plus aucun sens de l'utiliser sous cette forme. Peut-être qu'il s'agissait de Batman qui livrait des batarangs à l'Arabie Saoudite, mais des batarangs pacifiques, ce qu'on utilise pour couper les macroutes, rien à voir avec les Yéménites. Droga. Si vous avez des comics VO que vous n'avez toujours pas ouverts, checkez quand même à l'intérieur, ça peut valoir le coup puisque c'est la news la plus improbable de la semaine, mais ça devait arriver. Un trafic de drogue a été démantelé et les types importaient de la méthamphétamine directement depuis la Californie du Sud, donc Los Angeles, San Diego, vers l'Australie en la dissimulant dans des comics. Prends-toi ça, Los Pollos Hermanos. Bon, en même temps, à San Diego, les comics c'est quand même le pur produit local, c'est pas pour rien qu'ils ont la plus grosse Comic-Con du monde, c'est un petit peu comme si les Corses mettaient de la cocaïne dans du figatel. Oh, j'ai pas dit qu'ils le faisaient, un pote ce fusil. Ils ont donc envoyé l'équivalent d'1 million de dollars de mètres, méticuleusement dissimulé dans des comics par la poste locale. Alors la presse nationale dit que les comics auraient été évidés, j'ai pas l'impression que ce soit le cas de celui qu'ils nous montrent en photo, et d'ailleurs on peut reconnaître le numéro annual d'Injustice hier fort avec cette sublime couverture de Bruno Redondo que j'ai eu l'occasion d'ailleurs de voir en vrai, j'ai vu l'original et c'est encore plus époustouflant. Et c'est ironique puisque sur cette couverture on peut y voir 11 vilains en train d'essayer de s'échapper et ils ont serré 10 personnes. Est-ce que ça veut dire qu'il manque quelqu'un? D'ailleurs je serais curieux de savoir quel libraire est impliqué dans le coup puisqu'il y en a forcément un pour importer des quantités aussi faramineuses de comics. Ou alors c'est le plus gros coup de promo pour le soi-disant film Breaking Bad dont on entend des rumeurs depuis des mois. Teasing! Et cette semaine a été chargée en teasing avec Joe Hill et Gabriel Rodriguez qui présagent d'une annonce concernant Lock and Key, donc sûrement une suite à la San Diego Comic Con, donc dans tout pile un mois. Sinon c'est Marvel qui va fort et avec un certain sens de la mise en scène puisqu'ils ont posté un article complètement fracassé sur internet comme si leur informaticien était sur le point d'aller au chômage ou alors que leur WordPress s'était fumé un petit peu de méthamphétamine australienne. En analysant un peu on voit que ça parle des enfants de l'atome, d'adamantium, il y a quelques pages de dossiers, vous savez, classified, qui servent à mon avis dans la vraie vie absolument à rien, puisqu'ils sont encore plus noirs qu'Omar Sy et ils racontent bien moins d'histoire que l'acteur. Il y a juste marqué l'arme 1, donc c'est Captain America, l'arme 10 c'est Wolverine et l'arme 13, donc ça c'est Fantomex. Et on va sûrement parler du programme Weapon Plus, si on relie ça avec les chiffres romains présents dans l'entête de l'article, donc 2, 4, 5, 6 et 9. Le 2 on sait que bon, c'est un écureuil et des animaux, le 4, le 5 et le 6 c'est des cobayes pris dans différentes minorités ethniques et le 9, si on en croit Rob Liefeld, ça serait donc Deadpool, mais rien d'officiel, en tout cas d'après Grant Morrison, c'est plutôt des psychopathes sur lesquels on a testé depuis Nuke jusqu'à Wade Wilson, bon, si on veut. Bon, et en fait, on a appris que tout ça, c'était pour teaser le one-shot Wolverine Captain America Weapon Plus, et où on va encore apprendre des secrets sur ce programme sur lequel on écrit depuis des années. Bon, et puisqu'on parle de chiffres, là, on est en plein dedans, et Marvel a posté un 4 stylisé avec de la toile d'araignée, et une grande majorité de gens, moi y compris, on a pensé à un crossover entre Spider-Man et les 4 Fantastiques, pour célébrer proprement leur retour, dans la bonne vieille tradition de l'âge d'argent. Sauf que le lendemain, ils ont posté un 3, pareil, et donc là, mes talents d'enquêteur me font dire qu'il s'agit d'un compte à rebours. Et en tout cas, beaucoup avaient pensé à l'adaptation en comics du scénario de Spider-Man 4 de Sam Raimi qui n'avait jamais été réalisé. Tout ça parce que Alex Ross a posté puis effacé un tweet qui disait Spider-Man 4 avec un joli dessin à lui. Et en même temps, qui c'est qui commence ses comptes à rebours à 4? Putain, c'est soit 5, soit 3, je sais pas moi. Plein d'annonces. La plus grande Comic-Con du monde, celle de San Diego, commence à peine dans un tout petit mois et calmez-vous Marvel et DC. Mollo sur les annonces, il faut en garder un petit peu sous le pied. J'ai comme l'impression qu'en termes d'annonces comics, chaque année, il y en a de plus en plus qui sont faites en amont. On a eu droit à des grands classiques qui reviennent en équipe puisque Scott Snyder va ramener la Justice Society of America, donc des super-héros qui combattaient pendant la Seconde Guerre mondiale. Et dans son run sur la Justice League, ce groupe avait été créé dans les années 40 par Sheldon Mayer et Gardner Fox, et puis ils étaient tombés dans l'oubli, hashtag Billy Crawford, à l'époque où les super-héros n'avaient plus la cote après-guerre, avant de revenir quand ce même Gardner Fox a inventé le multiverse, donc dans Flash, et donc après ils ont été réinventés à travers les différentes crises de chez DC. Et cette fois DC nous assure qu'ils ont des plans un petit peu plus importants pour cette JSA qu'un simple caméo dans la Justice League de Snyder ou dans le Doomsday Clock de Geoff Johns. Brian Bendis se chargera quant à lui de ramener la Légion des super-héros, ce groupe de voyageurs spatio-temporels du futur créé par Otto Binder et Al Plastino, donc celui qui avait clairement les mains faites pour l'âge d'or et elles étaient dans l'encre, cogno. Bendis et Ryan Sook vont aller un petit peu plus loin puisqu'ils vont nous proposer
Un groupe de super-héros venu du 32e siècle, hein, alors qu'à la base c'est le 31e, et apparemment ça sera un petit peu plus galère pour eux, et avec plus de 30 personnages principaux, Bendis aura de la matière pour jouer. Les talentueux Steve Orlando et Amankai Naoelpan sortiront Gotham City Monsters, hein, un titre dans lequel on verra Frankenstein composer sa propre équipe, hein, il recrutera le vampire Andrew Bennett, Killer Croc, Orca, Lady Clayface pour traquer Melmoth. Les covers seront signés Philip Tan et Frank Cho. Et pour finir sur les équipes avec un peu de culte, on va avoir droit à un one-shot des New Mutants par Chris Claremont et Bill Sienkiewicz, donc l'équipe est de retour. On explorera le passé des New Mutants et on aura même droit à un petit caméo de Kitty Pryde. On est clairement dans le classique, hein, et tant qu'à faire, restons-y avec les personnages en solo cette fois-ci, puisque les origines d'Harley Quinn vont être racontées à nouveau. Cette fois-ci, ça sera sur le DC Black Label, ça s'appellera Arlene et ça sera exécuté par Stjepan Šević. Et pour ceux que ça intéresse, l'auteur avait déjà posté une fanfiction entre Harley Quinn, le Joker et Poison Ivy, et c'est disponible gratuitement sur son DeviantArt. Aujourd'hui je suis le commis du gratuit. Tiens, et puisqu'on est sur le Black Label, la rumeur court que DC souhaiterait changer son logo pour le rapprocher un petit peu plus du logo classique, hein, donc le logo Bullet, puisqu'il ressemble à une balle, hein, et ça c'est bien le DC Black Label, hein, une balle ça va, en revanche, un boule ou deux, là ça va plus, c'est le drame. Et on quitte la première histoire d'Harley Quinn pour aller sur la dernière histoire, hein, celle de Thor, enfin en tout cas sous la plume de Jason Aaron et celle d'Esad Ribic, hein, donc le scénariste qui a un petit peu monopolisé le personnage ces dernières années chez Marvel, nous proposera la dernière mini-série qu'il écrira sur Thor, hein, ça s'appelle King Thor et ça prouve hein, clairement qu'il était fait pour écrire Conan ou alors qu'il confond les deux séries. Et pendant ce temps, c'est Iron Man qui va encore devoir se battre contre une intelligence artificielle, sauf que ce n'est pas Ultron qui va mener la charge, mais bien Machine Man, donc le personnage créé par Jack Kirby dans son adaptation de 2001, l'Odyssée de l'espace en comics, mais ça s'appellera quand même The Ultron Agenda. Black Widow revient hein, dans une série par Jodie Hauser et Stephen Mooney, et on y reverra l'époque où elle travaillait pour la Russie et pas encore pour les États-Unis. Tu te souviens de Secret Wars et de Marvel qui voulait unifier son multiverse? Eh ben, croyez-moi que quand il y a un petit peu de fric à se faire, on tarde pas à le ressortir, hein, puisque Spider-Man le numéro 10 aura pour intrigue un univers Ultimate qui reviendra hanter Miles Morales à l'occasion de son 250e numéro. Ça c'est en numérotation Legacy, hein, et pour calculer c'est très simple, vous prenez la numérotation classique et vous convertissez en dirhams. On termine avec deux spin-offs de la série Heroes in Crisis, toujours de Tom King, hein. Tout d'abord Flash Forward qui se concentrera sur Wally West et je peux pas vous en dire plus, mais également une mini-série en duo qui réunira Harley Quinn avec Poison Ivy. Bon, et attention, quand une série est annulée, je suis le premier à dire gna gna gna, ils annulent des séries et tout, donc il faut souligner quand ça se passe dans le sens inverse, et c'est le cas pour deux séries chez DC, Wonder Twins et Dial H for Heroes, qui seront rallongées de 6 numéros. Lisez, cette semaine je me suis fait Slot. Un Slot, c'est le bébé de Dan Panosian, donc que vous connaissez sûrement pour ses boulots d'ancrage chez Marvel, chez DC, chez Image Comics par la suite. Là, c'est lui qui fait tout. Le scénario, les dessins, les couleurs, et ça me plaît ce genre de délire parce qu'on voit quand un artiste y met toute son âme, tout son corps, tout son cœur. C'est l'histoire d'un boxeur, un loser, mais acharné, hein, qui va revenir à Las Vegas parce qu'il doit tout simplement un service à quelqu'un et qui compte bien pour une fois tenir sa promesse. Je me suis régalé, j'adore hein, moi les dessins de Dan Panosian, et bon, même s'il y a un combat de boxe que j'ai trouvé un petit peu moins lisible que les autres, c'est qu'une page sur plus de 120 et je vous le conseille vraiment, un très bon moment de lecture. Et en parlant de bon moment de lecture, je vous conseille L'Agent hein, par Mathieu Gabella, par Fernando Danino. C'est une création originale chez Glénat hein, sur leur label Greenhouse Stories, le même qui a été inauguré par Bruno Bessadi avec Amazing Grace. J'aime bien le genre, hein, c'est le genre du réalisme magique, c'est-à-dire quand on prend la magie et qu'on l'applique de façon tout à fait terre à terre dans une histoire comme si c'était normal, enfin à peu près, puisque là on est sur une branche spéciale de la DGSI, donc du renseignement français qui l'utilise et qui va, dont un agent d'entre eux va recruter une jeune officier de police de la brigade des stupes pour l'initier à tout ça puisqu'elle a un don. Ce qui me plaît hein, c'est tout d'abord les dessins de Fernando Danino hein, qui rend beau tout ce qu'il touche, et puis également la magie qui est abordée, hein, c'est pas la magie hollywoodienne, c'est pas Harry Potter, il a décidé de prendre des magies un petit peu plus dark, un petit peu plus traditionnelles, notamment le vaudou avec des balles d'agide, ou alors même des vieilles traditions gauloises. Donc ça change, ça fait plaisir, hein, et si vous voulez passer un bon moment, ben, je vous conseille L'Agent chez Glénat, chez Greenhouse. C'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu. Je tiens
à vous remercier, hein, tous ceux qui le suivent, tous ceux qui le partagent, tous ceux qui mettent des pouces bleus, tous ceux qui retweetent, tous ceux qui en font ce qu'il est aujourd'hui, hein, et depuis près de 200 numéros. Je tiens aussi à vous remercier à tous ceux qui ont suivi le live de la semaine dernière, hein, Sculpturo Gaming, le premier hors-série où on a joué au Gotham City Chronicles, dont le Kickstarter s'est arrêté hier soir. Ils ont fait près d'1,5 million de dollars, donc je suis très fier des poteaux de Monolith. On a eu un pic de près de 200 spectateurs en simultané pendant la soirée, donc merci à vous. On va continuer à faire des lives comme ça nous a beaucoup plu. Et de toute façon, je vous prépare plein de trucs. Donc n'hésitez pas à réagir au JT dans les commentaires sur YouTube, où je réponds à chacun d'entre vous, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram ou sur Twitter. Vous pouvez me laisser aussi vos petits messages, hein, dans votre espace de liberté, dans le bandeau, tous les mardis. Je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous bien la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Hop, j'ai revendu un comics 30 € sur eBay. Bon, pas de quoi me payer 5 minutes dans la cabane de Stark. Bon après, je suis pas pédé, hein, mais 20 €, c'est 20 €. Hein. Faut ce qu'il faut.